Bonjour. Je dois admettre que le titre de cette vidéo est un peu provocateur. L'Apocalypse, je l'ai déjà dit, ce n'est pas un événement historique catastrophique. C'est un processus de transformation de l'humain, et il est toujours à l'œuvre. Pourtant, il y a quelque chose de particulier dans l'époque où nous vivons. Dans cette vidéo, nous allons démystifier le concept de révélation et voir quelle forme concrète celle-ci peut prendre dans le monde. C'est l'idée que je vais développer dans cette vidéo. La révélation finale, annoncée par la Bible, a lieu sous nos yeux et nous ne le voyons pas. On va partir d'un événement anecdotique à l'échelle de l'histoire, pour illustrer le phénomène. En 1894 commence l'affaire Dreyfus, qui va secouer la France pendant plus d'une décennie. Alfred Dreyfus, un capitaine de l'armée française, est accusé de haute trahison au profit de l'Allemagne et condamné au bagne à perpétuité. À cette époque, la France peine à se remettre de l'humiliante défaite de la guerre de 1870 et de ses conséquences politiques et sociales. Cette situation de crise voit la recrudescence de l'antisémitisme et du nationalisme. Dreyfus est innocent, victime d'une machination. C'est le bouc émissaire parfait pour étouffer le scandale d'une trahison bien réelle et laver l'honneur de l'armée. Dreyfus est juif. Pourtant, quelque chose grippe dans la mécanique bien rodée du mécanisme victimaire. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer le dossier vide, l'antisémitisme, les preuves qui pointent vers d'autres coupables. Il y a le fameux « j'accuse » d'Émile Zola. Au lieu de faire l'unanimité contre lui, Dreyfus divise la France en deux camps, le camp du silence et celui de la vérité. Il faudra de longues années pour que ce dernier gagne. Dreyfus est gracié. L'affaire Dreyfus est symptomatique de l'affaiblissement des structures sacrificielles dans l'Europe de la fin du XIXe siècle. La résolution sacrificielle de la crise multiforme qui frappe la France est en échec. L'âpre combat des Dreyfusards pour la vérité et la justice est une nouveauté au niveau politique et sociologique. C'est aussi une révélation de la violence des systèmes sacrificiels traditionnels, en l'occurrence l'armée, la grande muette. La vérité en vient à surpasser l'honneur préservé à tout prix. Cette période est celle des grands combats politiques. En Grande-Bretagne, quelques années plus tard, des femmes se regroupent pour faire entendre leurs revendications d'égalité avec les hommes, les suffragettes. C'est aussi l'époque de l'émergence du socialisme et des luttes syndicales pour plus de justice sociale, qui conduira en France au Front populaire. Derrière ces combats politiques, il y a toujours des révélations, une parole qui se libère pour dénoncer l'injustice du monde sacrificiel hérité du passé. À l'origine, il y a des idées, des principes. Tout cela met du temps à progresser dans la société et les forces conservatrices ralentissent parfois efficacement cette dynamique. Mais depuis, le mouvement n'a fait que s'accélérer. Plus récemment, les sociétés occidentales ont dénoncé le colonialisme avec pour conséquence l'indépendance des anciennes colonies. Le féminisme est devenu une force politique et sociale majeure. Le racisme a été dénoncé sous toutes ses formes. L'ostracisme qui frappait les minorités sexuelles a été dénoncé et a conduit au mariage gay. Il importe de reconnaître la dimension de révélation sans laquelle aucune de ces avancées sociales n'aurait été possible. C'est toujours au départ la dénonciation de la violence des anciennes structures et représentations du monde qui les a permises. Avec le temps, et de plus en plus rapidement, nous sommes devenus intolérants à l'injustice et aux inégalités. Les principes qui soutenaient l'ordre sacrificiel, le tabou, l'honneur, la tradition, le sacré, ont été ébranlés tant par les penseurs de la modernité que par la société civile. Les philosophes se sont fait une spécialité de déconstruire les anciens mythes. Les effets de ce désenchantement du monde se font sentir à tous les niveaux, à commencer par la famille. Les mythes de la mère parfaite ou du père parfait, de la famille parfaite, ont volé en éclats et profondément bouleversé la structure élémentaire de toute société. On ne se marie plus beaucoup, on divorce beaucoup, on distribue les enfants dans des familles recomposées. La relation amoureuse elle-même est désenchantée. Jadis, toute communauté avait ses notables, des individus bénéficiant d'une aura particulière du fait de leur fonction, symbolique d'un ordre social établi. Le curé, le maire, le professeur des écoles, le notaire, le juge. Aujourd'hui, ces métiers ont été dépouillés de leur caractère sacré et régulièrement on peut constater dans les faits divers qu'ils ne bénéficient plus de cette protection symbolique.
Magistrats, professeurs, maires, et même des professions intouchables il n'y a pas si longtemps, comme les médecins, les infirmiers, les pompiers ou ambulanciers, se voient régulièrement agressés par des citoyens mécontents. Ce phénomène s'apparente à une destruction en profondeur des structures hiérarchiques de la société, remplissant une des conditions de la crise mimétique. La déconstruction des structures traditionnelles connaît un formidable écho dans les arts. L'art contemporain se caractérise plus par le rejet de toutes les anciennes règles que par une véritable recherche de nouveauté ou d'esthétisme. La provocation devient la norme. Violer les conventions, ne suivre aucune règle, devient la règle. Au cinéma, les films anti-guerre viennent détruire la mythologie de la guerre juste et du héros qui la supporte. En littérature, pour prendre un exemple, Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline détruit en un ouvrage les mythes de la guerre héroïque, de la colonisation civilisatrice et du capitalisme triomphant, pour laisser la place à une réalité cauchemardesque. On voit d'ailleurs avec Céline un exemple de ce que cette lucidité, ce rejet du mythe peut entraîner chez ceux qui s'y attaquent. Céline succombe à son réalisme noir et devient un abject antisémite, un pitoyable misanthrope. La crise n'est jamais loin de la révélation. Et plus récemment, Michel Houellebecq, l'auteur le plus lu en France, connaît la même dérive. Comme disait Nietzsche, celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Et si tu regardes longtemps dans un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Un phénomène récent illustre ce processus de dévoilement souterrain. MeToo. Au départ un simple hashtag regroupant les témoignages de victimes de violences sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien, essentiellement des femmes, il a explosé en milliers de témoignages de victimes de viols et de violences sexuelles qui ont gagné tous les milieux. Le sport, les écoles et l'université, l'entreprise, les églises, les familles. Au détour d'un scandale ou d'une vidéo virale, nos usines à rêves, nos temples sacrés, nos joyaux collectifs se sont soudainement transformés en maisons de l'horreur. Depuis plusieurs siècles en Europe, les religions instituées, en particulier le christianisme, connaissent une perte de crédit sans précédent. Les églises sont désertées, les dogmes rejetés. Comme si cela ne suffisait pas, s'y ajoute le discrédit de la dimension de fondation morale. L'institution censée garder la mémoire et l'esprit des textes sacrés est secouée par le scandale de la pédophilie de certains de ses membres. L'Église est ébranlée jusqu'en ses fondations. Les commissions d'enquête indépendantes dressent toutes le même tableau, celui d'un silence embarrassé et d'une complicité passive de toute la structure hiérarchique qui garantissait l'impunité à des loups déguisés en agneaux. L'Église apparaît ainsi comme un système sacrificiel qui n'hésite pas à sacrifier les plus vulnérables de ses membres pour préserver son image de sainteté. Cette libération de la parole concerne aussi l'inceste. Les témoignages affluent et dressent un tableau affligeant. L'inceste est aussi un phénomène systémique gouverné par le silence de tous les acteurs, à commencer par les proches. Les statistiques sont accablantes, les témoignages terrifiants, et tout cela se déroulait sous nos yeux. Nous l'avons bien vu, notre époque est celle de la déconstruction, du désenchantement. Les anciennes conventions sont critiquées, les anciens mythes sont démystifiés, les traditions sont dénoncées, et tout cela fait apparaître les racines violentes de tous ces aspects de la culture. C'est fondamentalement bon, non? Eh bien oui, c'est bien de faire apparaître une violence qui nous était invisible et de vouloir s'en débarrasser. Alors on peut se demander pourquoi il y a autant de réactions de rejet violentes, autant de tentatives de retour aux recettes du passé, alors même qu'on vient de découvrir que ces recettes comportaient toujours une partie de violence et d'injustice. C'est l'éternel conflit entre le progressisme, qui veut rendre le monde plus équitable et plus éthique, et le conservatisme qui s'oppose à cette voie. Les partisans du progrès voient les traditionalistes comme les complices de cette violence. Mais ils ont tort de penser que les courants réactionnaires sont composés de gens qui aiment la violence. C'est même plutôt le contraire. Les partisans de la tradition voient quelque chose qui semble bien invisible aux progressistes. Et cela, c'est une connaissance que nous apporte René Girard. La destruction des anciennes structures qui gouvernaient le monde nous laisse justement sans protection contre notre violence. Cette violence, elle est mimétique. Elle se répand dans la société sans que nous soyons conscients de ce mécanisme de propagation. Les traditions, les lois, les tabous ont une fonction précise. Mettre en place des mécanismes de contrôle de cette violence, arrêter sa propagation avant qu'il ne soit trop tard.
Le mécanisme de loin le plus efficace pour arrêter la croissance exponentielle de la violence est la désignation arbitraire d'un responsable unique, le bouc émissaire. Son meurtre ou son expulsion ramène la paix. L'ancien monde, nous nous en rendons compte seulement maintenant, faisait reposer sa stabilité sur le sacrifice d'un nombre restreint des membres de la communauté en cas de crise. C'est cela que j'appelle l'ordre violent. Il est violent parce qu'il n'y a aucune justice digne de ce nom dans l'accusation qui frappe la victime émissaire, qui est fondamentalement innocente. Et bien entendu, aucune justice dans sa mise à mort ou dans son expulsion. Mais c'est aussi un ordre parce que c'est la seule recette connue pour contenir la violence dans des proportions acceptables. Il y a donc une face sombre, l'injustice fondamentale du système, et une face lumineuse, la garantie d'avoir une communauté unie et pacifique. Tout miser sur le progrès social, en passant par la destruction des anciennes structures, présente la même dualité. C'est bien, parce que cela crée des sociétés plus égalitaires et plus justes. Mais malheureusement, le progressisme ne propose jamais vraiment d'alternative aux mécanismes sacrificiels pour enrayer la propagation de la violence, et nous mettre toujours au risque du chaos. À quoi sert d'avoir un monde plus juste s'il se termine en massacre généralisé? Il y a de nombreux exemples qui montrent l'échec du progressisme à proposer des alternatives aux mécanismes sacrificiels. Par exemple, le mouvement woke. Il dénonce à juste titre la violence, parfois extrême, de l'ancien ordre, le colonialisme par exemple. On va donc déboulonner les statues à la gloire des partisans du colonialisme triomphant ou de l'esclavagisme, et on va s'opposer violemment à tous ceux et toutes celles qui s'accrochent à ces symboles d'un passé révolu et violent. Autrement dit, on va expulser ceux et celles qu'on a désignés comme les méchants. Et cette politique porte un nom, la cancel culture. Or, il ne faut pas être particulièrement perspicace pour se rendre compte qu'en faisant ça, on applique à la lettre l'ancienne recette de la résolution sacrificielle. C'est la même chose avec un certain courant du féminisme qui dénonce la violence du patriarcat et la masculinité toxique. L'analyse de la violence du patriarcat est fondamentalement correcte. L'attribution de la responsabilité unique des hommes dans la prépondérance du patriarcat est fondamentalement fausse. Étant donné que ce sont les hommes qui en profitent le plus, ce sont certainement les hommes qui le protègent et le plébiscitent, pense-t-on. Eh bien, c'est faux. Le patriarcat est un système qui s'intègre parfaitement dans l'ordre violent, et il était plébiscité par tout le monde, y compris les femmes et les jeunes, qui en étaient pourtant les principales victimes. L'ordre violent n'est jamais l'œuvre d'une catégorie particulière. C'est une construction collective, un compromis accepté par tous et par toutes, entre le besoin de justice et le besoin d'ordre. Le phénomène est simple, mais il est invisible. Lorsqu'on s'attaque aux forteresses culturelles héritées du passé, on le fait toujours pour une bonne cause. Plus de justice, moins de violence. Mais l'effet immédiat de cette destruction est toujours la création de désordre, d'anarchie. Et alors il apparaît que nous sommes incapables de contenir la violence lorsque nous sommes dans un état d'anarchie. Le débat public devient de plus en plus violent. Et pour tenter de contenir cette tendance, on essaie d'inventer de nouveaux mécanismes de contrôle, comme par exemple le politiquement correct. L'élaboration d'une série de règles de comportement et de langage, sans se rendre compte que rapidement ce nouveau système de valeurs devient aussi hégémonique et totalitaire que les anciennes règles de savoir-vivre et parfois même plus. Le communisme est une de ces idéologies qui croient au progrès. Au départ basée sur des idées humanistes et généreuses, sa mise en application a systématiquement dérivé vers des systèmes totalitaires sanglants et inhumains. La destruction radicale des anciennes structures, la religion, le système politique monarchiste, les traditions, a laissé place à un grand vide culturel, qui ne saurait être comblé que par des idées. Cette anarchie n'est jamais viable sur le long terme et explique cette dérive totalitaire, seule manière d'assurer la pérennité de l'expérience. Si aucune idéologie ne propose d'alternative crédible au mécanisme sacrificiel, c'est peut-être tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Notre espèce souffre d'un bug primordial. Le mimétisme nous condamne à la multiplication des conflits et à la propagation dans le tissu social de tous les actes de violence. Le mécanisme sacrificiel est le seul remède. Nous n'en connaissons pas d'autre. C'est la raison pour laquelle il imprègne nos esprits, nos institutions. La justice, l'État, l'économie, la famille. Et c'est la raison pour laquelle il finit toujours par revenir hanter les systèmes politiques que nous mettons en place, précisément pour nous en débarrasser.
On pourrait m'accuser de préparer la voie à un discours néoconservateur. Si la seule manière de contenir la violence réside dans le mécanisme sacrificiel, alors autant accepter l'injustice des anciennes structures, autant revenir aux recettes du passé. Au moins celles-là ont fait leur preuve. Et c'est bien la conclusion de, grosso modo, la moitié de la population mondiale ces derniers temps. Cela explique la résurgence de courants qu'on croyait relégués aux oubliettes de l'histoire, y compris le retour de mouvements politiques d'amère mémoire, comme le fascisme. Eh bien non, je ne crois pas une seule seconde à la viabilité de cette solution. Elle ne peut pas fonctionner. Et là encore, c'est René Girard qui va nous expliquer pourquoi. L'histoire a démontré l'efficacité impressionnante du mécanisme sacrificiel, qui constitue toujours la fondation de ces idéologies, de ces systèmes. On n'a jamais fait mieux pour rétablir l'ordre et la concorde en cas de crise. Mais il y a une condition sine qua non à cette efficacité, la méconnaissance. Le mécanisme ne fonctionne que si les sacrificateurs, la foule, les partisans de l'ordre, croient sincèrement à la culpabilité de la victime. Une fois que ce mensonge est éventé, le mécanisme n'apporte plus aucun bénéfice. On en a eu quelques démonstrations tragiques au XXe siècle. Dans l'Allemagne des années 1930, secouée par une grave crise, la tentative de rétablissement d'un ordre violent basé sur le mythe, la force de l'État, avait toutes les caractéristiques d'un système sacrificiel. L'idéologie nazie reposait principalement sur la désignation des responsables de cette crise. Au lieu de se contenter d'un nombre limité de boucs émissaires, la tentative de rétablissement de l'ordre et de la paix a conduit au massacre, entre autres, de 6 millions de Juifs. Au lieu d'amener paix et prospérité, l'expérience a terminé en suicide collectif et l'Allemagne s'est transformée en un champ de ruines. Non sans laisser plus de 50 millions de morts dans le sillage de cette épouvantable tentative ratée de résolution sacrificielle. Une fois le mécanisme victimaire connu, il perd toute capacité à ramener la paix, à résoudre les crises. Par conséquent, toutes les tentatives de rétablir les anciens ordres sont vouées à l'échec. On en voit encore une preuve avec la boucherie qui a lieu en ce moment en Ukraine. Quelle qu'en soit l'issue, on peut dire avec certitude que l'agression russe ne parviendra pas à rétablir la grande Russie du temps des tsars et de l'Union soviétique. Le résultat sera sans doute l'inverse. Un pays à genoux, plus pauvre, plus isolé, plus désespéré encore qu'avant. Se pose alors la question de ce qu'il faut faire. Puisqu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'on ne peut pas arrêter les progrès sociaux, et puisque ceci nous condamne à la crise généralisée et violente qui accompagne toujours l'effondrement de l'ordre violent, que faire? Quelle alternative à la résolution sacrificielle des crises pourrait nous épargner la crise? Eh bien, la seule connaissance humaine qui détient la réponse à cette question, c'est le message porté par la Bible et par le Coran, et plus particulièrement le message de révélation contenu dans la forme parabolique cachée des textes. L'alternative au sacrifice, c'est ce que les Écritures appellent le royaume, un état de l'humanité dans lequel la violence ne suit plus le premier principe. Elle ne croît plus, elle ne se propage plus de manière invisible dans le réseau des relations. La violence est tarie à la source, tout simplement parce que nous avons appris à maîtriser nos désirs, à contrôler nos pulsions violentes, à ne plus répondre au mal par le mal. Nous sommes devenus conscients et responsables. Fort bien. Et quelle est la recette pour nous amener dans cet état et nous éviter la grande crise? Eh bien, c'est là que la réponse de la Bible et du Coran risque de ne pas nous plaire du tout. Parce qu'en substance, les textes nous répondent « Nous n'éviterons pas la crise ». C'est cela l'Apocalypse, et c'est cela qui justifie l'omniprésence du schéma apocalyptique. Il y a au départ l'ordre violent des humains et leur aveuglement. Ensuite, il y a la crise qui détruit cet ordre violent et le remplace par l'anarchie. Et seulement après, il y a le royaume. La crise est une étape indispensable. Non que la crise soit une punition de nos fautes ou une fatalité accablante. D'abord, il n'y a pas de faute. Nous ne sommes pas responsables de notre nature violente et nous l'avons gérée au mieux avec les moyens du bord. Il ne faut jamais oublier que sans l'ordre violent, nous ne serions pas là à discuter aimablement. La crise n'est pas non plus une fatalité. C'est le seul état possible de notre transformation. Sans la crise, sans l'anarchie violente, sans la perte et le deuil du monde tel que nous le connaissons, nous sommes incapables de nous transformer nous-mêmes, incapables de renoncer à nos idoles et à nos orgueilleuses créations. Nous sommes incapables de nous détacher de la rétribution et de l'expulsion du mal. La crise est indispensable, elle est irremplaçable, inévitable. C'est cela le sens profond du discours apocalyptique des Écritures. Nous devrons boire le calice jusqu'à la lie.
Mais il n'y a là aucune fatalité, parce que la crise n'est pas la fin. La crise n'est pas le problème, c'est la solution. C'est seulement lorsque nous aurons été dépouillés de toutes nos idoles, de toutes nos richesses, de tous nos réflexes violents, que la possibilité d'un monde pacifique et juste sera à notre portée. Pour changer, pour pouvoir vivre ensemble sans le sacrifice, il faut cette destruction de notre monde jusqu'en ses fondations, parce qu'il est corrompu par le mal jusqu'en ses fondations. Le mal est profondément enraciné dans notre monde et dans nos esprits, et c'est jusqu'à ses profondeurs qu'il faut labourer avant de semer une graine nouvelle. Encore 40 jours, et le monde sera mis sans dessus-dessous.